monarchie. Et Les Misérables aussi revient sur la situation du prolétariat de 1830. En fait, le romancier concerné, comme dit le Sartre, par ce qui se passe autour de lui, donc essaie de partager des peines et souffrances. Et ce roman démontrera la grande masse au-delà de la question du monde syndical, avec comme corollaire la lutte syndicale, traite aussi, comme vous l'avez dit tantôt, des sujets majeurs tels que la politique, l'immigration, la solidarité. Et ça se passe dans une zone qu'on appelle la banlieue. Oui. Alors, je vais demander, on va revenir à vous et puis parler des thèmes de ce roman. Je veux donner la parole à Dan Diouf, savoir qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce roman. Merci, Sada. Je voudrais vous remercier pour cette invitation, remercier M. Faye et M. Camara avec qui je partage le plateau et tous nos spectateurs. Si je vous ai posé la question, c'est parce que vous avez tenu à venir parler de ce roman-là. Alors c'est pourquoi je lui demande qu'est-ce qui l'a intéressé particulièrement. Oui, j'ai tenu à venir parler de ce roman parce que d'abord, Abdoulaye Faye est un jeune que je connais bien, mais qui m'a surpris quand j'ai lu son roman, qui m'a surpris par sa manière de construire les situations et de les dénouer dans son roman. Son style simple et son engagement à dérouler l'ensemble des problèmes sociétals que nous vivons nous tous, mais qui sont peut-être pas très connus dans certains. Et le livre permettrait donc à beaucoup de personnes qui n'ont pas vécu une inondation, qui n'ont pas vécu une grève dans une entreprise, qui n'ont pas vécu ce que c'est la solidarité, de comprendre le sens et la portée de ces événements à l'intérieur du pays. Et le titre en lui-même m'amène à m'interroger sur beaucoup de questions. Demain sera la grande marche. Quelle est cette grande marche qui est évoquée, qui va venir? Est-ce que c'est une marche qui va avoir les relents et les connotations de ce qu'on appelle communément le printemps arabe? Est-ce que c'est une marche pacifique? Est-ce que c'est une marche biblique? Mais nous sommes là interrogés devant ce que demain sera la grande marche. Peut-être le débat que nous aurons... Très bien, j'allais lui poser la question parce que dans ce livre, je vous ai dit, on peut parler de télé-réalité, mais si le terme peut exister, on peut parler de littérature-réalité parce que tout ce qui est là-dedans, vous décrivez l'insécurité dans les banlieues et même vous nommez des sociétés qui ont fait faillite et des gens qui sont retrouvés dans la rue, même parfois mendiants, et des gens qui perdent leur travail, qui deviennent des agresseurs. Il y a quelqu'un qu'on vient prendre chez lui à l'aube, et sa mère est là, la police vient l'arrêter. Donc voilà, donc quand vous parlez de cette grande marche, qu'est-ce que c'est? Et vous dénoncez évidemment carrément, pour dire les choses comme elles sont, ce que l'État n'a pas fait dans la banlieue. Vous présentez la banlieue comme un lieu de non-développement, comme un lieu que les autorités ont oublié, vous, les politiques, vous avez oublié. Alors, quand vous parlez de grande marche, c'est un appel à une certaine révolution, comme il a l'air de dire, de se révolter, de s'indigner? Oui, bien sûr. Vous savez, le contexte dans lequel j'ai écrit ce livre, c'était un contexte particulier. Parce qu'on était en 2010, 2011, 2012, et il y avait un contexte social, politique et économique qui avait en certains moments exigé un engagement, même si certains qui sont des gens qu'on appelle trop passifs. Donc, c'est la raison pour laquelle, à travers ce contexte, nous avons eu un engagement sur le terrain politique, sur le terrain social, mais aussi sur le terrain littéraire. Parce que, comme j'ai dit, le roman est un instrument de communication. Et c'est ce contexte-là qui a fondé la publication de cet ouvrage-là. C'était pour caricaturer, c'était pour mettre en œuvre ces zones qui existaient dans des milieux dépourvus de toute infrastructure. Donc, et ce qui fait que la chose la mieux partagée était le chômage, l'insécurité.
Donc c'est la raison pour laquelle c'est ce contexte qui a fondé cet ouvrage. C'est pourquoi on note un certain engagement et je suis revenu sur un vieux problème. Et c'est la situation des ex-travailleurs des entreprises. Parce que c'est un problème qui est récurrent, qui est là jusqu'à présent. Et je pense qu'en fait, il faudra à un certain moment qu'on arrive ce n'est pas du tout romancé. Vous citez les noms des sociétés qui ont disparu. Il n'y a pas de la fiction. Vous relatez des faits réels, je veux dire. Bien sûr, parce que même ce qui m'a poussé même à écrire ce livre, c'est que j'ai eu par le passé à être journalier pendant mes vacances universitaires, pendant mes vacances à l'école, à être journalier dans les entreprises. Donc ce que j'écris, ce que je suis en train de dire dans le livre, beaucoup c'est des faits que j'ai constatés moi-même. Oui. Donc peut-être il y a un peu de fiction, mais c'est une réalité qu'on a essayé de traduire à travers ce livre. Et la situation de ces ex-travailleurs d'entreprise est une situation qui me préoccupe. Et je pense que le roman est un prétexte pour dire aux gens qui sont censés trouver des solutions face à ces problèmes, de faire quelque chose parce que cette situation a trop duré et a causé beaucoup de dégâts sur les familles, sur l'éducation, sur la société de manière générale. Donc ce sont tous ces éléments-là et le contexte de 2010, 2011, 2012 qui ont fait que au-delà d'être engagé dans le terrain politique avec le mouvement M23, avec la politique, je me suis dit que donc il fallait que sur le terrain littéraire, parce que les écrits ça reste, il faudra qu'on traduise cet engagement à travers ce roman. Alors, on va parler un peu de l'aspect littéraire avec Camara et revenir sur les thèmes, parce qu'à vous lire, tous les patrons, c'est des exploiteurs. Hein, bon, pas tous. Pas tous. À peu près. Mais dites-moi, Mamadou Camara, alors, vous voyez, ce roman est court. Je disais tout à l'heure, il est facile à lire. Et vraiment, il est écrit correctement parce qu'il a respecté les règles d'une bonne rédaction, concision, clarté et précision. Sont en cela ce qu'on dit aux jeunes journalistes. Mais en plus de cela, vous vous dites c'est presque... ça rappelle la nouvelle. Oui, j'ai parlé dans la préface. Oui, vous avez préfacé aussi. Oui, de novella à l'italienne. Après avoir lu l'œuvre de Abdoulaye. Cela revient à dire que bon, c'est un texte très court. Parce que, vous savez, actuellement, la mode est au roman court, quoi. Les genres courts, tout ça. Je rappelle que le roman le plus court de cette rentrée littéraire compte 80 pages. 80 pages. Celui-ci compte 110 pages. On peut dire que c'est un court roman. Mais souvent, en tenant compte de certaines caractéristiques, on peut qualifier le texte-là de novella. De novella. Parce que la frontière entre la novella et le court roman, elle est tellement mince et tellement floue que souvent on s'y perd. Bon, certains éditeurs peuvent mettre roman, or que c'est une novella, et le contraire aussi est possible. Mais ce qui est impressionnant dans le texte d'Abdoulaye, c'est surtout d'avoir réussi à traiter de thèmes différents, de beaucoup de thèmes et de sous-thèmes, en un nombre de pages aussi limité. Oui. Pour ça, parce qu'en tenant compte, par exemple, de la structure même de l'œuvre, vous vous rendrez compte que les chapitres sont très courts. Je pense qu'il y a 18 chapitres, très courts, et même les phrases aussi sont très courtes. Je pense que Abdoulaye a observé une certaine prudence en tant que débutant dans la littérature, parce qu'il a versé d'abord dans le court roman. Je pense que vraiment c'est une très bonne chose. Alors, comment il a réussi en si peu de pages à traiter de thèmes différents, par exemple le thème du travail, même, le thème de l'amour, le thème de l'immigration, la solidarité, l'amitié, tout ça. Alors il a quand même agi en nouvelliste, comme je puis dire, quoi. C'est surtout ça, c'est une qualité de nouvelliste, quoi. Parce qu'il faut faire bref pour en dire long. Vous savez que actuellement les gens ont la paresse de lire des pavés. Et vraiment, ce livre-là, même dans le moyen secondaire, je pense que les élèves n'auront pas de problème à le lire. Et sur les thèmes, là, vous parlez du style, là, sur la technique d'écriture, et sur les thèmes. J'ai dit que, alors, on a l'habitude de dire qui trop embrasse mal étreint, évidemment.
il a effleuré beaucoup de thèmes, le thème de l'immigration, oui. Le thème de l'amour, tous ces thèmes. Et il a beaucoup insisté sur le sort des travailleurs. Mais ça, c'est parce que vraiment le syndicalisme a pris le dessus, il a privilégié cet aspect dans ce roman. Oui, bien sûr, parce que... C'est un roman sur la lutte syndicale. Oui, parce qu'il y a un Pas seulement cela, non seulement avec ces aspects, vous montrez les patrons qui exploitent les gens, vous le dites, vous racontez cette histoire de contrat à durée déterminée, indéterminée, comment ça se fait, ces stages, tout ça, ce que les gens vivent. Mais en même temps, vous parlez de ces délégués syndicaux qui sont des corrompus. Et ils sont avec les patrons. Mais vous savez, on a constaté, nous tous, une certaine rupture des luttes syndicales qu'on avait l'habitude de voir. Donc, et cela est dû à beaucoup de choses, hein, parce qu'il y a la création des syndicats, donc qui a fait que, à un certain moment, les travailleurs étaient dispersés, et cela a causé que la condition de travail s'est détériorée au fil de ces années. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont impacté depuis les années 70 avec les ajustements structurels. Et donc, ce qui fait qu'on a perdu notre tissu industriel, et de plus en plus, les travailleurs sont abandonnés à eux seuls. Et quand on arrive à un certain moment où les travailleurs sont obligés de faire des grèves de la faim pour avoir une condition meilleure de travail, cela veut dire que donc, en fait, il y a faillite quelque part dans l'organisation syndicale. Donc c'est pourquoi j'ai essayé à travers ce roman pour montrer en fait la situation de fait. Maintenant, ce qu'il faudra comprendre, c'est que les travailleurs ont besoin d'entreprises pour travailler. Et l'entreprise doit changer de vision. De plus en plus, on voit des entreprises qui sont en train de faire des efforts. Mais ça reste encore, l'entreprise ne doit plus avoir cette vision de recherche de profit. L'entreprise doit travailler dans le sens à intégrer le développement de son environnement, le développement de manière générale. Oui. Il insiste sur ce point. C'est vraiment le point central de ce roman. Oui, il a fait mieux sur ce point-là, parce que non seulement, et c'est là où je dis que Ablaye est un homme immense. Quand j'ai lu cette partie, j'ai vu que Ablaye convoquait un peu dans une première partie Frédéric Taylor et Henri Fayol. Et plus loin, et c'est là où il vient d'arriver, je vois Krugman qui apparaît avec sa nouvelle théorie des organisations, comment manager l'entreprise. Je vois donc un développement, un peu de ligne. Je vois un développement qui prend en charge l'école du management, particulièrement de management de l'entreprise taylorienne et l'entreprise de Krugman, qui sont deux entités différentes mais qui ont évolué donc dans le temps. Et c'est là où je dis que c'est étonnant, Ablaye, que vous puissiez en peu de temps convoquer tous ces gens-là dans votre roman, en peu de lignes, et dire exactement ce que vous voulez dire par rapport à ces deux écoles, deux grandes écoles du management et deux grandes écoles de la gestion de l'entreprise. C'est pourquoi je dis que Ablaye est un monsieur immense. Oui, mais sur les faits qu'il décrit, qui concernent le vécu des gens, les travailleurs qui perdent leur lutte de toute façon, parce qu'à un moment même, il a fait un appel pour l'union, mais il y a autant de centrales qu'il y a de partis politiques, vous le savez, c'est la réalité. C'est la réalité. Et voilà, c'est ça que je dis. Et par rapport à la réalité, ce qu'il écrit. Par rapport à la réalité, c'est vrai que Ablaye a su mettre en exergue le comportement des travailleurs par rapport à un certain comportement donc, du patronat. Et ça, c'est actuel. C'est des événements que nous vivons. Mais il faut remonter un peu à 1957 pour comprendre le cheminement que les travailleurs ont emprunté pour arriver à des successions de victoires qui ont abouti à la naissance des acquis que nous avons aujourd'hui. Et c'est là, encore une fois de plus, le mérite qu'a le livre de pouvoir amener les gens à comprendre que c'est le processus de longue lutte entre des êtres humains d'abord, qui sont positionnés à des échelles différentes, mais qui combattent. Et ça fait partie de la vie. Et c'est intéressant de comprendre exactement comment, effectivement, le travailleur
dans son combat quotidien pour son gagne-pain, fait face à son patron qui, lui, cherche à augmenter sa richesse. L'objectif de l'entreprise, bien sûr, c'est la création